Mesdames et messieurs, bienvenue. Deux sujets au centre de votre débat de ce dimanche. Le premier, la mort de l'ancien président de la coordination des mouvements de l'Azawad, Ibrahim Ould Sidati, qui repose désormais à Ber dans la région de Tombouctou. Après un ultime hommage à la base 101 de Sénou, sa dépouille mortelle qui a donc été acheminée là-bas. On va en parler. On va également parler du calendrier électoral. La transition au Mali n'excédera pas les 18 mois annoncés. Le gouvernement qui a donc rendu public cette semaine le chronogramme, est-ce qu'il pourra être tenu, respecté? La question que nous allons aborder avec nos invités, M. Cheikh Marconari, avocat, Mohamed Maïga, DG à Liber Conseil, Massiré Diop du journal L'Indépendant et Serge Daniel, journaliste écrivain. L'ancien président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad repose désormais à Ber dans la région de Tombouctou. Après un ultime hommage, je le disais, on le voit sur ces images, ultime hommage de la nation à la base 101 de Sénou. La dépouille mortelle a été acheminée à Ber, des obsèques en présence de parents, amis, responsables de mouvements signataires de l'accord, ainsi que des représentants du gouvernement malien et des partenaires internationaux. Massiré Diop, vous avez côtoyé l'homme puisque vous suivez, avec d'autres, vous suivez de près l'évolution de l'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de Ould Sidati déjà? Bonjour tout le monde. Bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à mon frère Sekou. Sidati, en réalité, comme tu l'as si bien dit, je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé à plusieurs reprises depuis avant même la signature de l'accord, pendant la signature de l'accord et même après. Donc, je l'ai côtoyé. À vrai dire, je n'ai jamais retenu en réalité un homme belliqueux, un homme va-t-en-guerre, un homme qui était là tout le temps pour afficher une certaine attitude hostile vis-à-vis de tout ce qui était paix, réconciliation, cohésion sociale. En tout cas, c'est ce que je retiens de lui. Je l'ai côtoyé, comme tu l'as si bien, même à Ber l'année passée, quand il a été reconduit à la tête du MAA et même dans d'autres missions également. Je retiens quand même beaucoup de bonnes images et de bons souvenirs quand même de lui, de l'homme, surtout qu'il était. Mohamed Maïga. Bonjour à tous. Je pense qu'il faut se souvenir de Ould Sidati, de quelqu'un, comme il a dit, de quelqu'un d'assez consensuel. On l'a vu, à un moment crucial de l'accord, au niveau de la signature de l'accord, que finalement il fallait bien trouver quelqu'un d'assez consensuel pour représenter une divergence mais exceptionnelle des mouvements, qui sont réunis au sein de la CMA et autres d'ailleurs, quelqu'un d'assez assez équilibré pour pouvoir faire certaines choses, pour pouvoir amener certaines personnes à adopter une certaine posture ou en tout cas arriver à s'entendre sur certaines choses. Donc je pense qu'il faudrait retenir de Sidati peut-être quelqu'un d'assez consensuel. Ce qui est très important en fait jusqu'aujourd'hui dans cette situation qui est décrite comme une situation pas non plus facile. C'est pas une situation facile qu'on vit au niveau de la question de l'accord. Mais quand même, il faut retenir qu'il y avait un personnage, il y avait une personnalité qui était là au fond et qui d'ailleurs, comme ça me surprend, qui n'est pas suffisamment connu au Mali. Quand je dis au Mali, à Bamako ici, je dirais globalement au sud. Ça montre aussi, moi je pense que l'image non connue, non assez connu de Sidati, de Ould Sidati, dans cette question globale de l'accord et le fait qu'il émerge après son décès, ça prouve en fait aussi une certaine méconnaissance de l'accord et de ce qui tourne autour de l'accord. Parce que Ould Sidati, c'est quand même quelqu'un aujourd'hui, depuis 2012, j'ai envie de dire, qui était quand même très important derrière. Qui tenait en fait un certain nombre de choses, mais qui est méconnu du grand public. Et c'est dommage. Oui, Maître Konaré, on vient d'entendre Massiré qui pense qu'il n'était pas quelqu'un de belliqueux, Sidati. Mohamed Maïga pense que c'est la facette méconnue de l'homme à Bamako, au sud, de façon générale, ce qui explique le fait qu'il émerge après son décès. Vous, à travers les bribes que vous savez de lui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'homme, même si on sait que vous ne l'avez peut-être pas approché? Bonjour à tous.
quand un musulman meurt, on prie pour le repos de son âme, qu'Allah ait son âme, et je présente mes condoléances à ses proches. Ce que je voulais dire, c'est que Ould Sidati constituait un facteur de stabilisation au sein même de la coordination des mouvements de l'Azawad. Vous parlez de consensus, c'était bien le cas, parce que ce mouvement, cette coordination des mouvements de l'Azawad est un regroupement politico-militaire multi-ethnique qui est dominé par essence par les Touaregs, c'est-à-dire et parmi les Touaregs par les Touaregs Ifougas. Alors, il fallait trouver, après plusieurs présidences Touareg Ifougas, il fallait trouver quelqu'un qui ne soit pas Touareg, qui ne soit pas loin non plus des idéaux de la SEMA, c'est-à-dire qui pouvait réaliser le consensus au sein de la SEMA. Et Sidati était cet homme-là. Sa disparition ne peut donc pas faire les affaires de la SEMA parce que la SEMA avait besoin de lui pour se stabiliser, ne serait-ce que sur le plan ethnique, sur le plan politique, sur le plan interne, de manière globale. C'est dommage qu'il soit tué dans les conditions que nous avons et ça nous interpelle, d'autant plus que ça se passe en plein Bamako, ce qui signifie que nous tous nous sommes menacés beaucoup plus par les bandits et les tueurs que par même le coronavirus. D'accord, Serge Daniel. J'ai le problème, ma chaise. Konavé a pris ma chaise, il m'a donné sa chaise. Si je tombe, il faut savoir que c'est lui. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que Ould Sidati, c'était un élu. Se présenter devant les électeurs, c'est quelque chose de très important en démocratie. Il était un élu à Ber, près de Tombouctou. C'est un enseignant, beaucoup ne le savent pas aussi. Il a enseigné ici à Badala, il a enseigné beaucoup de gens. Donc c'est quelqu'un qui était connu. Mais en revanche, il faut savoir qu'il était du MAA. Et au départ, il y avait un seul MAA. Et après, vous avez un mouvement de l'arabe de l'Azawad qui est parti du côté du gouvernement, des forces gouvernementales, le Gatia est allié, et l'autre qui est parti au côté de la SEMA. Et donc, lui, il était... c'est vrai, un élément important de la SEMA. Alors moi, je dirais pas ethnique, c'était plutôt l'aile intellectuelle de la SEMA, parce que il faut voir, quand vous voyez les diplomates, c'était Ould Sidati, c'est quelqu'un qu'on réveillait à 23h, à minuit, pour aller parler de l'accord de paix, pour dire attention, sur tel point, voilà ce que les Nations Unies prévoient, et lui aussi, il pouvait mener une discussion structurée avec des partenaires, c'est quelque chose de très important. Donc, c'était une présidente tournante de 6 mois, donc il était déjà une fois, il est revenu. Il est quand même mort le premier jour de Carême. Il était à jeun d'après ce que j'ai appris. Il avait un côté modeste parce que dans le dernier gouvernement, du président de Boubou Cissé, la SEMA, les groupes devaient faire leur entrée dans le gouvernement. Lui n'a pas voulu. Alors, le gouvernement actuel, s'il voulait, il aurait pu être ministre. Le ministre de l'Agriculture, c'est lui qui l'a proposé. Alors qu'il aurait pu dire, je vais être ministre. Donc, ça ne l'intéressait pas d'être ministre. Donc, c'était quand même quelqu'un de modéré. J'ai entendu ça ici, je partage ce point de vue. Ça s'est passé à Bamako, c'est dangereux, Bamako intramuros. C'est un coup dur quand même pour le processus de paix. D'abord, à l'intérieur de la SEMA, parce qu'on perd un cadre. Et puis, sur le plan, on le verra tout à l'heure, sur le plan national, c'est aussi un coup dur. D'accord, on va parler de ce crime. À qui pourrait-il profiter? Mais déjà, une dernière question sur l'homme Massiré Diop. On a entendu certaines de ses interviews dans lesquelles il laissait entendre que le Mali est un peu en morceaux et que beaucoup de composantes ont des morceaux du Mali et qu'il faut que chacun arrive avec son morceau pour faire le Mali. C'était un discours qui a suscité beaucoup de ressentis ici, mais c'était quand même assez responsable, puisque la situation sur le terrain, c'est exactement comme cela. Le MAA qui contrôle Ber, la CMA
Kidal, le MSA est à Ménaka. C'était une lecture assez réaliste de la situation du pays. Oui, carrément. C'était une lecture très réaliste. C'est vrai que beaucoup ne le partagent pas parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas véritablement les réalités du pays, les réalités du terrain. Mais aujourd'hui, il faut voir un peu comment, là où l'État est présent, là où l'État n'est pas présent, là où les forces de défense et de sécurité sont présentes, là où elles ne sont pas présentes, pour avoir une lecture assez dépassionnée de la situation. Ça ne signifie rien de rester un peu à l'écart des réalités. Moi, je reviens il y a 2 semaines de la région de Tombouctou et je vous assure qu'aujourd'hui, le cercle de Gundam, parler de la présence de l'État, c'est comme véritablement parler d'un rêve qui ne va jamais se réaliser. On espère que ça ne sera pas le cas parce que peut-être qu'on entrera beaucoup plus dans les débats par rapport aux élections, mais ce que Sidati avait dit par rapport au fait que chacun venait avec son morceau du pays, moi je pense que c'est tout à fait réaliste. Et aujourd'hui, malheureusement, on est encore vers cette situation-là. Oui, on a dit tout cela sur l'homme Mohamed Maïga et c'est dans ce contexte-là qu'il a été abattu, assassiné. On ne va pas vous poser la question qui sont derrière ce forfait-là, mais quand même tout porte à croire que ce sont des ennemis de la paix. Des ennemis de la paix. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des ennemis de la paix depuis longtemps. Maintenant, il s'agit de savoir qui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de se poser la question de savoir qui a assassiné Ould Sidati. Ça peut sonner comme quelque chose d'assez interdit, mais il faut à un moment donné, il faut le dire. Parce que je pense que c'est lié à la paix et c'est lié à l'exécution de l'accord. Mais je ne pense pas que, sous mes réserves, je ne pense pas que ça soit le direct, quoi. C'est-à-dire, à mon avis, il y a quelque chose de l'ordre de l'interethnique et de l'intraethnique concernant lui-même, sa personne. Parce que, à mon avis, les analyses qui se font, que moi je pense que je partage le plus, sont des analyses qui sont liées en fait à l'intra-communautaire. Parce qu'on sait des hypothèses. Ce sont des hypothèses parce qu'il faut savoir que Ould Sidati vient d'une communauté quand même les Berabiches, de Taoudeni, voilà, qu'on appelle aussi des Arabes de l'Azawad, et entre autres. Tout ça, je pense qu'il faudrait mettre les choses dans leur contexte. Il y a déjà pas mal de questions qui se posent en interne concernant le leadership, parce qu'il y a beaucoup de tribus au sein des Berabiches. Et il y a eu, à un moment donné aussi, depuis un petit moment, depuis longtemps je dirais, il y a eu toujours en fait des petits conflits qui traversent les tribus en interne. Et ça continue. Il faut juste se rappeler du cas récent, 2019, qui continue jusqu'à présent, je pense, des Tormos et des Oulad Iladish. Donc, ce sont des choses qui existent. Et Ould Sidati n'est pas à l'écart de ça. Il représente sa figure d'homme consensuel, d'homme qui parle à tout le monde, qui arrive en fait à dire certaines choses. Je ne dis pas que voilà, c'est clean, tout propre, mais je dirais juste en fait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'intra-ethnique qui pourrait être regardé d'abord. Mais il faut aussi se rappeler du cas aussi, du fait que, bon, ce que j'exclus, c'est le cas de Kidal. On dit souvent que ce sont les gens des Kidal qui l'ont assassiné. Je pense que c'est totalement aberrant, qu'il faut à un moment donné revenir en fait sur des choses assez factuelles et les analyser en profondeur. Les autorités maliennes doivent aussi s'impliquer, je pense. Tout à fait, exactement. Les autorités maliennes doivent s'impliquer. Vous avez parlé d'aspect intra-ethnique. Les autorités maliennes doivent s'impliquer, mettre en analysant peut-être ce tract-là qui avait circulé d'une coalition dite de la jeunesse Berabiche, tract dans lequel Ould Sidati était nommément cité avec 2 autres personnes. Peut-être ce n'est pas une piste objective, mais quand même dans l'analyse, il faut peut-être l'intégrer. Et il est trop tôt de vouloir désigner un coupable de cet assassinat. Mais il y a un élément très important qu'il faut tenir en compte, c'est le fait que Ould Sidati était un arabe Berabiche et non pas un Touareg. Et en tant qu'arabe Berabiche, il exerçait dans le cadre de la répartition territoriale
opéré entre les membres de la SEMA sur, sur le territoire donc du Nord, en tant qu'Arabe Berabiche, président de la SEMA, du MAA, Ould Sidati a exercé un contrôle presque entier sur 2 régions. La région de Taoudeni et la région de Tombouctou. Tous les cadres qui étaient nommés dans ces régions-là, dans le cadre de l'accord de paix, l'étaient par Ould Sidati. Et cela suscitait de fortes jalousies. Cela suscitait de fortes inimitiés. Et quelqu'un a pu penser qu'en l'éliminant, on éliminait aussi la possibilité qu'il avait d'exercer presque, de régner en maître sur ces 2 régions-là. N'oubliez pas que le général Gamou, qui est de la même ethnie, pardon, le général Ould Medou, qui est de la même ethnie que Ould Sidati, et qui exerçait une influence militaire considérable dans cette même zone, a échappé à plusieurs reprises à des attentats tendant à l'éliminer. Et donc, je crois qu'il faut situer cet assassinat dans le cadre des luttes d'influence liées au gouvernement de la zone de Tombouctou et de la zone de Taoudeni. Oui, Serge Daniel, situé dans la lutte d'influence, puisqu'on ne le dit pas souvent, le jour où il a été assassiné, il avait rendez-vous ce même jour avec le Premier ministre pour parler justement de certaines réformes liées à l'accord. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il faut penser à plusieurs choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne voulait pas l'enlever. Parce que si c'était un rapt, on aurait tenté de le prendre dans un véhicule et de partir. Le problème, c'était même de l'exécuter tout simplement. Et je pense qu'hier, une télévision d'un pays voisin disait qu'il y avait une main étrangère dans cet assassinat. Enfin, laissait entendre, mais bon, sans rien préciser. Je pense que c'est un règlement de compte. Les enquêtes le prouveront ou ne le prouveront pas, mais de mon point de vue, d'après ce que je constate, après avoir rassemblé, remué un certain nombre de canaris, c'est visiblement un règlement de compte. Il faut savoir effectivement qu'il avait beaucoup de pouvoir, mais il avait beaucoup d'inimité au sein même du MAA. Et ça peut être l'une des raisons. D'abord, vous savez, je disais tout à l'heure, c'est lui qui a proposé la nomination dans le dernier gouvernement du ministre de l'Agriculture. Est-ce que ça a plu à tout le monde? Je ne crois pas. De l'autre côté, il y a le problème des autorités intérimaires. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Et donc, on estimait, certains ont dû estimer plutôt en privé, de son vivant déjà, que le blocage était de lui. Donc, je pense que c'est un règlement de compte. Il faut éviter la technique du billet à 3 bandes, c'est-à-dire que vous posez un acte pour attribuer la paternité à un autre. Donc ça, c'est une technique connue en matière d'assassinat. Les enquêtes sont en cours d'après ce que j'ai appris, d'après ce que nous savons. Il faut chercher aussi et surtout, de mon point de vue, dans la région de Tombouctou. Oui, de Tombouctou, de Taoudeni, puisqu'on pensait qu'il était contre le fait que Taoudeni puisse être érigé de façon objective, efficace en région avec les autorités intérimaires, Massiré Diop. Bon, moi, en tout cas, pour le moment, je rejoins tout. Il est encore trop tôt de privilégier, en tout cas, de privilégier une piste en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les enquêtes qui devront prouver cela. Mais tout compte fait, comme certains l'ont bien rappelé ici, Ould Sidati, au sein même du MAA, au sein même de la communauté des Arabes ou bien des Brabiches, il avait des ennemis. Ça, il faut le dire clairement, il avait des ennemis. D'abord, par rapport à la région de Tombouctou, par rapport à la région de Taoudeni, on sait que c'est une région qui a été créée, mais jusqu'à présent, il n'y a rien là-bas. Tout est à Tombouctou aujourd'hui. Tous les services de la région de Taoudeni sont à Tombouctou. De telle enseigne qu'on croit que Taoudeni règne sur Tombouctou, ou c'est plutôt le contraire. Alors que tout ce qui devait être fait en matière de texte, ça a été, mais jusqu'à présent, c'est les répartitions qui posent problème. Il y a le problème des influences. Comme il l'a si bien rappelé, mon frère Maïga, les Tormouz et les Oulad Ish se sont affrontés à plusieurs reprises, surtout dans la localité de Lernep, et c'était
c'est l'une des raisons, c'était en partie cette question-là. Moi, je pense que tant qu'aujourd'hui, on ne réglera pas la question de Taoudéni et de dire que c'est une région du Mali, c'est une région qui n'appartient pas à une seule tribu, ni à une seule ethnie, ni à une seule communauté, le problème ne fera que perdurer. D'accord. Quel peut être l'impact de cet assassinat sur le processus Mohamed Maïga? Pour en parler, peut-être cette image Tchébili Dramé, Alex Shiraton, qui fait des remontrances à Ould Sidati lorsqu'on était en train d'entonner l'hymne national. Et le même Tchébili Dramé qu'on voit au domicile de Ould Sidati après son décès avec des éloges, ça nous ramène un peu aux a priori. On peut penser qu'il était contre le pays. Mais à son décès, on se rend compte d'un certain nombre de choses et le regret peut intervenir. Quel peut être l'impact de sa disparition justement sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation? Je pense que le décès de Ould Sidati ouvre la voie à des jeux stratégiques auxquels, j'allais dire de haut niveau, parce que c'est à tous les niveaux, que ce soit en interne, au niveau de la CMA, que ce soit lui-même au sein des Berabiches, des Arabes, que ce soit au niveau du MAA, que ce soit au niveau de l'État malien, que ce soit au niveau de la communauté internationale, c'est un jeu qui est ouvert maintenant. Mais comment ça va finir, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ignore. Mais je pense que l'État malien doit vraiment être à l'avant sur un certain nombre de choses si on veut avoir en fait quelque chose qui prend forme. En tout cas, que l'État s'implique davantage stratégiquement pour un peu occuper certains rôles maintenant. C'est dommage que quelqu'un comme ça soit assassiné, mais c'est fait. C'est fait et il va falloir que d'autres vivent et qu'on aille vers la paix, qu'on applique cet accord de paix et qu'il y ait la paix à un moment donné. Mais je pense aussi que les réactions de quelqu'un comme de l'ancien ministre Tchébili Dramé ou d'autres personnes prouvent quelque chose d'assez particulier. On fait la guerre, on fait la rébellion. Mais pourquoi on fait la rébellion? Il y a des raisons qui ont amené à faire la rébellion. Je ne sais pas pour dire que je suis contre ou pour, mais il y a des raisons qui ont amené à faire la rébellion. Ça peut ne pas plaire à certains, ça peut plaire à d'autres. Mais le fait est que quand on s'assoit pour maintenant imaginer le présent et le futur, on retrouve des hommes qui ont des façons de croire, qui ont des croyances, et des hommes qui ont des valeurs, des hommes qui ont des personnalités. Et je pense que les gens se sont découverts. Ils ont ciblé, et je pense que comme un certain nombre de hauts cadres de l'administration malienne ont découvert quelqu'un qui peut être quelqu'un d'intéressant et qui, en réalité, comme il en existe encore au Mali et dans les mouvements armés aussi, des gens qui sont en mesure de réfléchir et qui ont des personnalités, qui ont des valeurs et qui aimeraient en fait qu'il y ait la paix. Et je pense qu'il faut miser sur ces types de personnes pour pouvoir appliquer cet accord. Oui, Maître Konaré, l'impact, le processus, vous pensez que ça ne change absolument rien dans la chose? Non, le processus de paix, l'accord de paix et autres vont au-delà de la personne d'un dirigeant de la CEMA ou d'un dirigeant d'un groupe armé. Il est déplorable que cet assassinat se soit produit, mais ça n'arrêtera pas le processus. C'est un processus qui est piloté, ne l'oubliez pas, par des puissances étrangères, par l'ONU, l'Algérie, la France. Donc, ils vont simplement remplacer Ould Sidati et le train va continuer, même si, pour ma part, je n'ai jamais cessé de faire part de mes réserves par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mais peut-être que ça aurait pu aller plus vite si Ould Sidati était vivant, mais s'il est mort, ça n'arrêtera pas le processus. D'accord. Oui, mais Maître Konaré, le processus est bloqué. Le processus d'Alger est bloqué. L'accord de paix est bloqué. Moi, j'avais parlé à l'époque de Caduc, mais le processus est bloqué déjà du vivant de Sidi Ouldati, de Sidati. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Au Sud, on veut, le dialogue national a demandé une rélecture de l'accord. Et les groupes armés disent non, nous on va bloquer tant qu'il n'y a pas clarification au niveau des questions institutionnelles
institutionnelle et politique. Bon, le DDR qui avait fonctionné à un moment ne va plus de l'avant, alors qu'on avait un embryon d'armée réunifiée. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est bloqué. Ce que les groupes, l'ex-rébellion demandent, c'est une clarification de la part du gouvernement, de voir si on va tenir compte effectivement du poids des assemblées régionales dans la prochaine constitution. Donc c'est un processus qui est bloqué. Et ça peut aggraver la situation parce que Ould Sidati faisait partie de ceux qui, du moins quand vous écoutez les diplomates, ceux qui pouvaient faire avancer les choses. Mais on a un processus qui est aujourd'hui totalement bloqué. Vous avez vu le dernier CSA à Caille. Qu'est-ce qu'il y a eu comme la photo? C'est que pour la première fois, on tient un CSA qui n'est pas à Bamako, qui n'est pas au nord, mais qui est plutôt dans une autre localité du Mali. Donc nous avons un processus qui est bloqué. Sa mort peut-être ne va pas faciliter, s'il était là, ça aurait peut-être facilité de revoir un accord sur les rails. Les diplomates en tout cas en parlent beaucoup, mais le processus, disons-le, il était déjà bloqué. Oui, le processus il est bloqué, Massirou Diop. Mais dans 6 mois, en tout cas le processus pour la mise en œuvre de l'accord il est bloqué, mais dans 6 mois on doit aller à des référendums par exemple. Or on sait que les deux sont liés, ce sera le deuxième sujet. Est-ce que vous pensez qu'à partir de ce qu'on a aujourd'hui en termes de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation peut nous permettre d'embrayer sur un référendum, une révision constitutionnelle dans 6 mois? Ok, avant d'en arriver là, vous permettrez de ne pas avoir peut-être la même lecture que le grand frère Serge, qui est beaucoup plus averti sur la question. Tout à fait. Mais je pense aussi qu'il faut aussi revenir sur un point par rapport à Tchéblé Dramé. Moi, non, je reviens sur ça par rapport au blocage. Mais je veux surtout rappeler par rapport à Tchéblé Dramé ce que vous venez de dire. Moi, je suis de ceux qui pensaient en tout cas que c'était l'une des périodes, on va dire l'une des périodes les plus glorieuse, si on peut l'appeler ainsi, de l'accord, parce que le dialogue était là de manière permanente, était là de manière fluide. C'est ce qu'il y avait au départ. Maintenant, quand Tchéblé a été nommé comme ministre des Affaires étrangères, il y avait à chaque fois un cadre de concertation qui se réunissait au ministère de la Réconciliation. Maintenant, quand Tchéblé a été nommé chef de la diplomatie, il ne s'appuyait pas sur le ministre de la Réconciliation, mais lui-même jouait un peu ce rôle de coordinateur de la mise en œuvre de l'accord côté gouvernemental, alors que c'était le travail du ministre de la Réconciliation. Donc, on le voyait sur certaines questions, par exemple cette question dont il a soulevé au niveau de Sheraton, mais ça aurait pu être justement réglé dans le cadre de ces concertations-là qui avaient de façon très régulière au niveau du ministère. Okay. On avait vu aussi le blocage par rapport à la 38e session du CSA qui devait se tenir à Kidal. Si jamais ça s'était appuyé sur le cadre qui existait durant ce temps, moi je pense que beaucoup de questions aujourd'hui, on aurait pu les dépasser. Et voilà un peu par rapport à cet épisode qui concerne les deux hommes. Maintenant, par rapport à l'accord, bon, c'est vrai que la lecture, elle peut être... d'un côté, on peut dire que rien ne va parce qu'actuellement, on n'assiste pas à de grands mouvements et tout ça. Mais d'un côté aussi, on peut dire que jusqu'à présent, est-ce que ce n'est pas dans le cours normal des choses? La tenue du CSA à Caille, c'était une volonté exprimée par l'ancien chef de la MINUSMA, Anadif. De retour même de Kidal, moi j'étais à bord de l'avion où il était, il parlait même de ça. Il disait que sa dernière volonté, en tout cas, c'était de tenir la dernière session du CSA, soit à Sikasso, soit à Ségou, soit à Caille. Et maintenant, on voyait que c'était fini, son mandat était terminé, mais on voyait qu'il tenait coûte que coûte à tenir cette session hors de Bamako pour que les Maliens puissent s'approprier l'accord. Parce que dans sa lecture, jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé à cette appropriation de l'accord par les Maliens eux-mêmes. Il y a des choses qui sont en place, il y a des acquis. Le DDR, il y a un embryon d'armée reconstituée qui est là. Moi, je pense les régions ont été créées. Il y a beaucoup de choses.
Mais cependant, ce qu'on voit, c'est que les armes continuent à crépiter. C'est ça qui pousse peut-être à dire que l'accord est bloqué, qu'il n'y a pas de dialogue, mais les gens se concertent de façon régulière. Peut-être que Sidati est parti, mais je sais que dans le MAA, et aussi bien que dans la CMA, il existe aussi des personnes de bonne volonté qui sont capables aussi, qui veulent faire avancer l'application de l'accord. D'accord, puisqu'on est sur l'accord, Mohamed Maïga, ça nous donne l'occasion de parler de cet accord, de cet autre accord rendu public hier par le Haut Conseil islamique dans la région de Nyono, notamment on parlait de dynamique locale. Le Haut Conseil qui pense que maintenant c'est effectif, il y a bel et bien eu un accord formel entre chasseurs traditionnels et puis djihadistes dans cette zone-là. Et j'ai envie de poser la même question à Massiré Diop. Cette zone-là, elle peut être pacifiée d'ici la révision constitutionnelle, le référendum dans 6 mois, le thème du deuxième sujet du débat. Bon, je pense qu'il faut d'abord mettre les choses dans leur contexte. C'est que ce qui a été rappelé, moi je partage une certaine lecture en fait de la pacification du territoire, c'est qu'on avait vraiment mis en avant le fait de dire qu'il fallait à un moment donné trouver des personnalités acceptées au niveau communautaire et intercommunautaire ou intracommunautaire pour essayer à un moment donné par zone géographique de conflit impliquer des gens qui sont acceptés et qui défendent certaines valeurs au niveau national et qui sont capables et qui sont acceptés pour amener un dialogue. C'est ce qui va amener la paix. Et cette paix-là ne sera pas descendante, ce sera une paix co-construite. Maintenant, par rapport à la question de Farabougou et l'implication du Haut Conseil islamique, je pense qu'il va falloir revoir la stratégie. Mais il va falloir aussi travailler sur les termes, les mots, les concepts qui sont évoqués. Faire la paix avec des djihadistes, moi je trouve que c'est quand même un peu tiré un peu tiré par les cheveux. Ouais. Par les cheveux. Il faut quand même réfléchir sur les termes qu'on va employer quand on fait la paix. Quand on dit qu'il y a effectivement des problèmes de djihadistes, que nos partenaires disent qu'ils combattent le djihadisme et que nous on dit qu'on est en train de faire la paix avec les djihadistes, en fait il faut à un moment donné qu'on retravaille les termes. On n'est pas obligé de réutiliser les mêmes concepts. Il faut à un moment donné, si on veut faire la paix et qu'on veut réellement co-construire les choses, il faut revoir les termes. Ça c'est une deuxième chose. Maintenant, pour dire si c'est une paix qui sera réellement qui serait réellement là, on va le voir et on va voir aussi comment les acteurs qui ont amené cette paix là vont s'impliquer. Maintenant, par rapport au référendum et savoir si réellement moi je pense que moi, je suis contre ce référendum. Je suis foncièrement contre ce référendum. Puisqu'on va en parler amplement. Donc, je laisse le sujet. D'accord. Très rapidement, Farabougou, pour les téléspectateurs, il faut expliquer peut-être brièvement. Farabougou, c'est une localité d'une région de Ségou. Les djihadistes occupaient la localité. Il y a eu des interventions organisées par le Haut Conseil islamique. Les djihadistes, il y a eu une signature de cessez-le-feu pendant 1 an et maintenant, c'est devenu définitif. La particularité, c'est que l'armée malienne devait quitter les lieux. Et ce que dit le Haut Conseil islamique aujourd'hui, c'est qu'on s'est entendu pour que l'armée malienne reste. Mais si on s'est entendu pour que l'armée malienne reste, il doit y avoir des conditions qu'on ne sait pas. Quelle est la posture de l'armée malienne? C'est une dynamique locale, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus gérer nos localités comme on les gérait. Je parlais de l'État jacobin la dernière fois. On est obligé de tenir compte des réalités locales. Si l'administration n'est pas présente quelque part et que les djihadistes sont présents à cet endroit, on est parfois obligé de négocier avec eux. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord. Des réactions sur la page Facebook. Oui, Maître Konaré, oui. Oui. Mais allez-y. Alors, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au contrôle du territoire, l'État malien en est réduit à la portion congrue. 80% du territoire nous échappe. À Farabougou, des gens ont signé un accord pour demander à ce que l'armée quitte. Le simple principe d'accepter que l'armée quitte signifie toute l'impuissance de notre armée et de notre État par rapport à la gestion du territoire. Ça, c'est à Farabougou. Au nord, c'est pire. L'armée ne contrôle rien d'autre que quelques villes. Au centre, vers la zone de Djéné, des dizaines de morts ont été enregistrés, n'est-ce pas? Et il y a longtemps que la milice d'Anna Amassaou a été dissoute par le gouvernement.
Et pourtant, à chaque visite d'un ministre à Banyangara, le dit ministre s'affiche avec le leader de Dana Amasabou. C'est pour vous dire que dans un contexte pareil, où l'État ne contrôle aucune portion de ces territoires-là, il est vraiment illusoire de vouloir organiser des élections. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé, depuis le début de la transition, de prêcher une union sacrée des Maliens pour qu'ensemble, on puisse recouvrer notre territoire et faire enfin la paix. Mais vouloir gérer les choses en pièces détachées, vouloir les gérer en ignorant, en pratiquant la politique de l'autruche, en avançant le nez dans les guidons, nous conduit tout droit dans l'abîme. Ok, on va parler de calendrier électoral, mais le temps de parcourir ses réactions sur la page Facebook. Alassane Touré, pour revenir au décès de Sidati, sa perte est un coup dur pour le processus de paix. L'homme était d'une humilité sans pareil. J'espère de tout cœur que la CEMA trouvera un homme qui saura parachever l'œuvre de Sidati. Mohamed Sissoko, comment le service de renseignement malien n'a pas pu éviter ça? Ils sont toujours incompétents. Mohamed Sissoko. Et puis Makan Diarra, le Mali est devenu un pays bloqué dans tous les domaines, c'est très triste. Et puis Almouzer Yatara, la question de tribus, de couches sociales et de communautés reste la véritable raison qu'il faut à tout prix régler aujourd'hui dans ces zones. Deuxième thème du débat du dimanche, je vous le disais à l'entame de l'émission, la transition n'excédera pas les 18 mois initialement annoncés. Le gouvernement a rendu public cette semaine le chronogramme des élections. Référendum le 31 octobre, élections locales, communales et régionales le 26 décembre 2021, présidentielle couplée aux législatives le 27 février, du 27 février au 20 mars 2022. Massiré Diop, tenable ce calendrier? Bon, à vrai dire, vous m'excuserez, et les autres aussi m'excuseront, parce que quand j'ai entendu le chronogramme, j'ai cru à un accouchement au forceps. Des gens qui ont tout simplement cédé à une sorte de pression. Ça, c'était ma lecture. Peut-être que elle n'est pas du tout fondée, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de défis aujourd'hui à régler avant de parvenir aux élections. Sinon, on risque de reproduire les mêmes élections qu'en 2013 et qu'en 2018, et on sait là où, et en 2020, on sait tous là où ça nous a conduit. Tant que ces garde-fous-là aujourd'hui ne sont pas pris de façon sérieuse, de façon franche, de façon explicite, moi je pense qu'aller vers un processus qui nous conduira sans doute ou bien sans nul doute à d'autres crises post-électorales, ça moi je reste en tout cas très... en tout cas, j'ai un sentiment très mitigé vis-à-vis de tout ce qui a été dit par rapport à ce calendrier électoral. Mohamed Maïga, Massiri est dubitatif. Mais est-ce que vous pensez qu'il est de bon sens de fustiger un peu ce calendrier, puisque une transition, par définition, elle est courte. C'est 18 mois. Oui, je pense que au début de la transition, mais comme quelqu'un me le dit souvent, c'est qu'il faut accepter le fait que ceux qui dirigent la transition ont fait les choses en apprenant, pour la grande partie. Je fais le constat et je me dis c'est aussi quelque chose qu'on peut laisser. Parce qu'en fait, il fallait s'en rendre compte que les territoires, à 80%, voire plus, n'étaient pas sous le contrôle de l'État, enfin à Bamako. Donc, organiser des élections allait être compliqué. Mais moi, je suis parmi ceux qui ont toujours dit qu'il fallait organiser les élections et s'occuper de la question sécuritaire. Aujourd'hui, le gouvernement a sorti le chronogramme, le calendrier électoral. Moi, je trouve que c'est bien. Ils ont sorti un calendrier. Maintenant, la question, c'est de se dire que, d'une part, je pense que ce n'était pas du tout opportun et ce n'était pas obligé de faire un référendum. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que faire un référendum, ça veut dire qu'on aura fini déjà en fait avec l'accord d'Alger. Pour moi, à différents niveaux, on aura déjà parlé de l'accord, on se serait déjà entendu sur pas mal de choses au niveau de l'accord, et maintenant on va réviser la Constitution ou dépasser cette Constitution pour aller vers une autre Constitution. Ce n'est pas le cas. Donc faire un référendum, pourquoi ?
Je ne sais pas. Donc, ça, c'est une interrogation que j'ai et que je n'ai pas de réponse pour ça pour le moment. Mais organiser des élections présidentielles et législatives, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et organiser des élections locales, je trouve aussi que c'est une bonne chose parce que ça permet à un moment donné d'intégrer, de faire de la pratique par rapport à un certain nombre de décisions qui ont été prises dans le cadre du processus d'Alger, justement, du processus d'application de l'accord. Voilà. Mais il y a la question des autorités intérimaires qui sont intérimaires. Maintenant, il va falloir acter certaines choses et faire en sorte que sur les territoires, qu'on avance sur un certain nombre de choses. Donc, ces élections-là, moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, au niveau du calendrier, c'est-à-dire, je trouve que c'est le test décisif. C'est un test décisif pour les autorités de la transition et qu'il va falloir vraiment prendre des pinceaux pour dessiner les choses. Et c'est une stratégie efficace, pas d'aller errer dans tous les sens, mais vraiment de faire les choses de façon efficace et de ne pas aller chercher les choses très loin. Ok. Maître Konaré, est-ce que la bonne question ne serait pas qu'a-t-on fait des 9 premiers mois? Parce que sur les 18, il reste les 50%, la moitié. Qu'a-t-on fait des 9 premiers mois? On parle de réforme, de refondation, mais on aurait pu poser les jalons pendant les 9 premiers mois. Est-ce que la bonne question ne serait pas cela? Pendant les 9 premiers mois, excusez-moi du terme, mais rien n'a été fait. Les autorités de la transition ont raté le coche. Et le reste du temps qui nous reste va encore aggraver la situation parce que d'un sommeil profond, on va se jeter dans une course effrénée en avançant le nez dans les guidons et en menant des élections bâclées. Moi, je vous donne un exemple. Allez à Kidal. D'abord, personne ne peut aller battre campagne là-bas. Or, les gens ont tendance à penser qu'une élection, c'est simplement le jour du dimanche avec des urnes ouvertes. Mais maintenant que non. Une élection, c'est d'abord une campagne électorale. Quel est le candidat qui peut se rendre par ses propres moyens battre campagne à Kidal? Aucun. Ni à la présidentielle, ni aux législatives. Tout ce qu'on fait depuis 2013, c'est d'organiser un cinéma avec un avion de la MINUSMA qui va déposer un candidat qui dort la nuit là-bas et le lendemain à l'aube il quitte. Vous appelez ça une campagne? Il n'y a aucune possibilité de campagne dans aucune ville du nord ni du centre du pays. Donc il ne peut pas y avoir d'élection. J'ajoute que en cas d'élection législative ou d'élection régionale ou autre là, mais l'autorité régionale actuelle est exercée par des hommes armés. À Kidal, le président du conseil régional, c'est le père même de la rébellion, le colonel Hassan Fagaga. Mais comment voulez-vous gagner contre celui-là? À Kidal, ce n'est pas possible. Et dans toutes les autres villes du nord du Mali, c'est comme ça. Okay. Et donc, vous voulez gagner contre des hommes armés sur leur territoire et sous la menace de leurs armes. Comment cela est-il possible? Donc, il n'y aura pas d'élection. Il y aura des simulacres d'élections, des élections bidons qui vont aboutir à l'installation d'un président et d'autres différentes autorités illégitimes qui seront contestées au lendemain des élections et on va replonger dans l'enfer. Okay, voilà ce qu'on est en train d'organiser. Qu'est-ce que la différence entre ces élections et les élections qu'on a eues sous Ibeka? Mais non, mais je vous pose la question dans la même lancée. Moi, j'estime que même sous Ibeka, on n'aurait pas dû les tenir dans les conditions qui prévalaient. Voilà. Alors, pour rebondir, j'ai pris votre place à un moment parce que vous savez qu'on avait, il ne faut pas pouvoir le calmer. Bon. Moi, lorsqu'on m'a dit que le président, il y avait une information très importante, enfin un communiqué officiel qu'on attendait, j'ai pensé à la nomination du successeur d'Adam Thiam. Et j'étais curieux de voir entre les journalistes de Mali installés à l'étranger et ceux d'ici que le poste intéressait, qui on allait prendre. Et puis paf, ça m'a surpris. D'ailleurs, un jeune collègue, j'ai engueulé un jeune collègue en disant tu aurais pu me dire que c'était la date. Mais vous savez, la semaine dernière, on en parlait ici. Les Américains ont demandé à ce que le calendrier soit fixé. Alors, on a l'impression que c'est l'étranger qui a poussé à cela. Mais il faut être honnête. Pour ceux qui sont informés depuis 2 semaines, ça commençait à coulisser. Moi, je pense, de mon point de vue, je peux me tromper, que c'est la doxa, la doctrine Bandao qui a triomphé. Il a dit, je ne veux pas faire un jour de plus. Il faut que on fasse des élections, mars maximum. Moi, je vais partir
parce que je suis un soldat d'honneur, etc. Donc peut-être qu'il a choisi, et on en parlait la dernière fois, il a choisi de faire des réformes à minima et d'aller aux élections au plus pressé. Moi, je pense personnellement, vous voyez, il y a des dates de 4 élections. Peut-être qu'on ne va pas tenir l'une des élections. Mais c'était important de fixer ce calendrier qui correspond à ce que souhaite le président de la République. Ils vont aller plus loin, parce que je sais que lundi, c'est-à-dire demain, il y a le COS, le comité d'orientation stratégique, qui va être présenté. Et vous allez être très étonné, je ne vais pas citer de nom, vous allez voir parmi les membres de ce comité, des membres de l'ex-opposition et des membres de l'ex-majorité présidentielle. Il n'y a pas le M5, je peux vous dire. Donc ça veut dire qu'il y a un processus qui est engagé. Mais là, il faut attendre pour voir si on pourra tenir toutes les élections. Et c'est ça qui va être le plus difficile. Exactement, c'est ça l'équation. Massiré Diop, est-ce qu'il n'aurait pas fallu être un peu réaliste en ciblant juste un objectif, à la limite 2, pour ne pas se disperser et être incapable d'accomplir, par exemple, les 6 ou les 7 points de la charte, par exemple? Justement, ça nous ramène à ça. Ces élections, ça nous ramène un peu à cette question de charte où on avait l'impression d'assister aux 12 travaux d'Hercule. C'est impossible à réaliser, si on se dit les choses très franchement. Donc c'est pour cela qu'il valait mieux peut-être prioriser certaines élections par rapport à d'autres et mettre véritablement l'accent là-dessus, essayer de faire en sorte que ce soit des élections les plus consensuelles possibles qui puissent réunir un maximum d'éléments pour être transparents. D'accord. Parce que sinon, de la manière où les choses vont actuellement, on a l'impression qu'on disperse un peu les forces et que finalement on n'arrivera pas à un travail assez efficient. D'accord, maître, je vais venir avec vous, mais la question que j'ai envie de poser à Maïga, est-ce qu'on ne peut pas dire que la transition s'éloigne un peu de l'esprit du M5 Je ne parle pas des acteurs du M5, les Choguel et autres, mais il y avait un esprit derrière ces mouvements-là. C'était la redevabilité, c'était la justice, c'était un nouveau Mali, c'était la lutte contre la corruption. Mais en 9 mois, rien de tout cela, aucun acte n'a été posé par rapport à ces points-là. Et on veut aller dans des élections sur cette base-là. Je pense qu'on ne peut pas échapper aux élections. Parce que nos partenaires veulent les élections et on est liés, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à un moment donné... Mais avec le même système? Non, attendez, je mets le contexte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, on est liés à nos partenaires. On peut se détacher de nos partenaires, mais c'est à nos conséquences. Est-ce qu'on est prêt à assumer ces conséquences? Ça, c'est à nos autorités de nous dire si on est d'accord ou pas. Et c'est à nous de les suivre ou pas. C'est juste pour dire, aujourd'hui, dans l'état actuel, on est lié à nos partenaires. Ils nous disent, faites ça, on va vous aider. Faites ça, on vous accompagne. Si vous acceptez, on y va ensemble. On décide, on y va. On décide, on n'y va pas. Nos élections, là, comme Serge l'a rappelé, ça a été un soufflet. On l'a dit la semaine dernière. Les Américains ont dit qu'il fallait sortir le calendrier électoral. On le dit, et certains d'entre nous le veulent, de ces calendriers électoraux. Maintenant, l'esprit du M5, c'est un esprit, j'ai envie de dire, un esprit progressiste. J'ai envie de dire, le premier esprit, le fond de la pensée du M5 qui était derrière, c'est une pensée un peu progressiste et qu'on le regarde en fait de façon très multicolore à l'intérieur. Mais il faut se dire aussi que est-ce que notre système de fonctionnement, notre société dans son ensemble, c'est-à-dire jusqu'à Taoudeni, est-ce qu'on est réellement ensemble pour pouvoir porter ce projet de société, ce nouveau projet de société? Moi, je pense sincèrement qu'on n'est pas à ce niveau. Et que le M5 d'avant la chute de l'ancien régime aurait dû en fait s'en apercevoir et de diminuer les objectifs pour qu'on puisse aller step by step. Mais là, on n'est pas c'est l'échec actuel. Je vais préciser la question à Maître. Maître, les élections, d'accord, les réformes institutionnelles, d'accord, mais tout cela intervient au moment où des personnes ont été tuées, par exemple les 10, 11 et 12 juillet, et également que les Maliens pensent que certains ont détourné du denier public, où on a vu des micro-trottoirs où les gens souhaitent une relecture aussi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les élections devraient intervenir après, normalement, tout cela, si l'on s'en tient un peu au vox populi. Moi, je verse des larmes de voir qu'il faut que les États-Unis ou la France le demandent pour que notre gouvernement produise un calendrier électoral. Des larmes de compromis. C'est une insulte pour notre peuple. Vraiment, et
Et le choix des autorités a été fait très tôt. Au départ, il fallait choisir entre deux chemins. Soit le chemin du peuple qui consistait à opter pour une transition de rupture, ou le choix des Occidentaux qui était de ne rien changer du tout et d'aller tout simplement à des élections bâclées pour que le Mali reste dans la situation de merde où il patauge depuis tout ce temps. Ce choix de ce chemin de merde-là, ça va conduire à davantage de merde et à une crise post-électorale. Ce que je vais vous dire par-dessus tout cela, c'est que aujourd'hui, les autorités ont prévu un référendum. L'idée de ce référendum, c'est de mettre dans l'accord, de prendre en charge certains aspects de l'accord d'Alger, notamment la création du Sénat, etc. Mais posez-vous la question, et si le projet de constitution était rejeté? Si le peuple décidait de rejeter le projet de référendum, le projet de constitution soumis à son vote, qu'est-ce qui va se passer? La SEMA va aussitôt claquer la porte du gouvernement. La SEMA va aussitôt crier au blocage de l'accord d'Alger et quitter le processus de paix. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je termine en disant que pour ce qui concerne des élections couplées, je me demande qui a pu sortir cette idée-là dans un pays illettré. Ça se fait ailleurs. Non, ça s'est fait ailleurs, d'accord. Mais c'est parce qu'on ne cesse de copier ailleurs qu'on se trouve dans ce gouffre-là. Des gens, des Maliens qui ne savent déjà pas comment voter. D'accord, qui ne sont pas lettrés. Comment vous allez coupler encore la présidentielle aux législatives pour leur compliquer davantage? On va vous redonner la parole. Voilà. Massiré Diop, il a parlé de crise post-électorale, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une crise ouverte, une fissure au sein de la transition? Parce qu'on a écouté le 4e vice-président du CNT, Issa Kaoudim, qui semble ne pas être d'accord avec ce calendrier électoral. Et qui sait, quand Kaoudim parle, c'est un peu la voix de l'ex-CNSP. On a l'impression qu'il rame à contre-courant des autorités comme Banda ou le Premier ministre. Est-ce qu'on ne peut pas parler de crise, de fissure au sein de la transition déjà? Oui, je pense que là, en tout cas avec les élections qui ont été fixées, je pense que très clairement, on risque d'avoir des fissures assez sérieuses, quoi. Chacun risque tout de suite de faire sortir ses véritables armes. Et des cas comme Kaoudim, je pense qu'on en aura encore plus. Et même du camp du gouvernement ou bien du camp des autorités, certainement qu'il y aura encore beaucoup de voix discordantes parce que tout simplement, ce programme n'est pas du tout consensuel. Serge, la solution. Il faut préciser que quand vous parlez d'armes, vous parlez d'armes verbales. Vous ne parlez pas de... Parce qu'il a eu peur, qu'on avait eu tout de suite peur quand vous avez dit ça. Je pense qu'il n'y aura pas de fissure au sein de la transition. Au sein du CNT, probablement. Il y a des réunions qui se commencent à se tenir, des gens qui ne sont pas d'accord avec cela. Mais vous savez, si vous voyez l'ex-junte qui est représenté au sein du gouvernement, c'est quand même une équipe soudée. Le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le président du CNT, Goïta, Ismaël Ouagé. C'est la première fois quand même, si vous prenez 2012 et aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'ils sont plus soudés que ceux de 2012. Et on ne peut pas prendre une décision comme ça sans eux, puisque le ministre de l'administration territoriale, c'est leur copain de promotion. Donc je pense qu'il n'y aura pas de fissure dans ce moment. Maintenant, le problème, la question, c'est est-ce que c'est tenable ? C'est pour ça, tout à l'heure, je me disais, attention, vous avez vu, il y a plusieurs élections, plusieurs dates. Est-ce qu'on ne risque pas de sauter une ou deux dates pour tenir l'essentiel, c'est-à-dire les législatives et les présidentielles? Voilà, avant de conclure l'émission, les dernières réactions sur la page Facebook. Mohamed Lamine Diallo, il faut aller aux élections et par la suite, on va redresser la nation petit à petit. Sinon, la guerre djihadiste ne se termine jamais. Exemple, l'Afghanistan.
Momo Sidibé, les élections n'ont pas stoppé la guerre en Afghanistan. Et Bruno Sissoko, il est important que chacun apporte sa petite pierre pour une transition réussie dans le délai imparti. L'heure est au patriotisme. Enfin, Khadija Kone, il fallait ce calendrier électoral car ces autorités transitoires sont limitées. 9 mois, zéro satisfaction générale. C'est la fin de ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Maître Chakmar Konaré, avocat, Mohamed Maïga de Alibert Conseil, Massiré Diop de l'Indépendant, Serge Daniel, journaliste écrivain. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est à 14h pendant le carême. Exactement, oui. Pendant le mois de carême, le débat c'est à 14h, mais les rediffusions ne changent pas. Merci d'avoir suivi ce numéro et à dimanche prochain, Inch'Allah, à partir de 14h.